Alors maintenant, on va entendre Guillaume Guenard. Guillaume Guenard est assistant doctorant en histoire et sociologie de l'image et des médias à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Il y réalise une thèse sur l'histoire sociale des réceptions de vidéos à l'échelle locale. Collaborateur au GameLab UNIL EPFL, il s'intéresse aux dimensions sociales, culturelles et politiques des loisirs dans une perspective sociologique et historique. Quand c'est prêt, on peut y aller. Ah, mais c'est ça. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ça y est, bonne chose. Merci beaucoup. Ah, j'ai petit timer aussi. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis très content de pouvoir présenter les premiers résultats de ma thèse qui est en train de commencer, notamment en mettant ici une photo de mes grands-parents en train de jouer à la NES dans une photo qui date des années 80. Je peux continuer. Je le partage avec nos amis. Très bien, alors je continue. Alors, un peu à rebours de ce qui a été fait, ce qui a été discuté pendant ces 2 journées de colloque, moi je m'intéresse vraiment à la pratique du jeu vidéo du côté de la réception. Et merci beaucoup. Et je vous propose un peu un petit plan comme ça pour vous montrer les réflexions que je suis en train d'avoir autour de ma thèse. Déjà, expliquer pourquoi est-ce que je m'intéresse à la réception et comment est-ce que aussi ce colloque a été l'occasion de penser cette réception dans les formes du capitalisme. Je vais vous présenter ma méthodologie. En fait, je vais me concentrer sur une étude de cas, sur un de mes interviewés, parce que je fais de l'histoire orale, j'y reviendrai, et je vais vous présenter quelques extraits que je vais analyser pour un peu discuter des résultats de cette analyse. Donc, mon travail de thèse, principalement, sa question centrale, c'est comment est-ce qu'on a joué aux jeux vidéo dans le canton de Vaud, comment est-ce que le média est arrivé en fait dans le canton de Vaud. Une problématique qui est plus ou moins fixe maintenant, et je suis en train de construire mon cas de théorie, qui est en train de faire des entretiens et de récolter des sources d'archives. C'est en cours, et justement, ce colloque a été l'occasion d'éprouver quelques idées qui sont venues aussi peut-être sous le stress de devoir organiser une présentation. Voilà, les concepts émergent dans le stress. Donc voilà, pour cette présentation, je vais me concentrer sur cet angle-ci. Donc, comment historiquement les pratiques et les expériences du jeu vidéo se sont développées en prenant appui sur des transformations sociales et économiques locales. Sociales et économiques pour faire le lien avec le capitalisme, et local pour dire, bon, on peut parler d'un capitalisme général, et moi je me concentre à une échelle ultra-locale, c'est-à-dire un canton, une province en Suisse francophone, et même à des échelles géographiques beaucoup plus restreintes. Donc, je m'intéresse à la réception du média. Pourquoi? Parce que dans les revues de littérature que j'ai faites quand j'ai commencé à m'intéresser aux Game Studies, souvent c'était soulevé le fait que les Game Studies se sont construites sur une approche formelle du média, que ce soit ils se concentraient sur la structure de règles d'un jeu, son contenu, ou simplement même sur les machines elles-mêmes, l'hardware, la plateforme, etc. J'ai oublié dans mon sac, mais j'ai été beaucoup influencé par un bouquin sorti en 2021 qui fait une sociologie, une ethnographie des pratiques ordinaires du jeu vidéo. Mais ça, c'est sous un angle très contemporain. Et moi, je me suis dit, bon, il faudrait avoir cette approche-là d'un point de vue plus historique. Et en fait, aller s'intéresser à l'histoire du jeu vidéo, mais du point de vue du jouet, des pratiques et de l'expérience subjective. Et de voir aussi quels sont les déterminants de cette pratique-là. Et à ce niveau-là, on peut commencer à établir les premiers liens avec le capitalisme. C'est des choses qu'on a déjà évoquées, notamment hier, sur comment est-ce que la forme du capitalisme comme production, comme système de production d'une industrie culturelle va aussi déterminer des formes de pratique et des formes de réception d'un média ou d'une culture. Alors, je vous apprends certainement rien, mais voilà, si on prend le postulat des postures critiques, notamment de la théorie de Francfort, on va se concentrer sur l'idée d'une dualité entre d'un côté la production et de l'autre la réception vue comme consommation, et une approche extrêmement critique de l'industrie culturelle qui standardiserait ces biens pour en faire des marchandises et qui produirait pour la réception une forme de conformisme, une forme de passivité, voire une forme d'aliénation. Adorno et Ravenbach parlent de prescribed fun, et j'ai trouvé ça intéressant, cette idée de dire, bon, vous allez vous amuser, mais dans les formes que l'industrie attend de vous. C'est-à-dire que le public passif devrait, disons si on est dans cet angle-là, suivre des scripts sur comment est-ce qu'on joue correctement. Donc c'est pas seulement comment est-ce qu'on lit le contenu, mais comment est-ce qu'on actionne un jeu, de quelle manière, dans quel espace, et quelle expérience c'est attendu de ça. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ces perspectives-là,
je peux ralentir, en fait, je parle très vite, mais je pense que j'ai plus de temps que ce que je pensais. C'est que ça met en avant la dimension éminemment politique de activer un jeu, de consommer un jeu du côté de la réception, et forcément aussi de la dimension politique qu'il y a entre du rapport entre production et réception. De là, on pourrait tirer deux postulats, on va dire, ou deux hypothèses. D'une part, que la forme capitaliste de la production et de la diffusion déterminerait les pratiques et les expériences du jeu vidéo. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord que c'est un fait, et qu'elle produirait des jouets normatifs, dominants et hégémoniques. Alors, je fais une espèce de distinction, c'est un des trucs qui était en train de me travailler en préparant la présentation. Ce que j'entends par normatif, c'est-à-dire qu'il y a un bon jeu, il y a une hiérarchisation des jouets, il y a des formes qui sont convenables de jouets, qui le seraient vraiment, de l'ordre du moral. Des jouets dominants qui seraient des jouets des classes dominantes et qui correspondraient à une forme de capital culturel situé, et des formes hégémoniques qui seraient celles proposées par l'industrie culturelle et qui ne seraient pas forcément les mêmes que les jouets dominants. C'est-à-dire que on joue à Call of sur son canapé pour se détendre après le travail, bon, ça c'est la forme hégémonique, mais c'est peut-être pas la forme du jouet des classes dominantes. Maintenant, je trouve que ces postulats sont intéressants, mais je pense qu'ils mériteraient de ne pas être considérés que comme des postulats et d'être quand même un peu critiqués, de voir comment ils opèrent dans la réalité. C'est pour ça que je m'intéresse pas mal aux approches des cultural studies et de ce qui en découle pour s'intéresser à la réception, non pas comme on la postule, mais comme elle est réellement par les acteurs qui ont joué ou qui ont réceptionné le jeu vidéo. Alors, je me base notamment sur la théorie du décodage de Stuart Hall, qui décline justement le fait que la réception elle était toujours située, elle se fait par rapport à des référentiels situés socialement, culturellement, historiquement, et qu'elle peut être hégémonique, on reprend cette terminologie, c'est-à-dire elle accepte la lecture dominante que l'œuvre propose, elle le négocie, elle le bricole avec des éléments situés, ou au contraire, elle le repousse ou elle le renverse. On peut aussi se diriger du côté de Certeau et comment est-ce que, dans la réalité, dans notre quotidien, on est tous en train un peu de bricoler avec ce qu'on a, surtout quand on est le réception d'une industrie aussi grosse que ça, on bricole notre quotidien avec ce qu'on trouve et ce qu'on fait, et dans ce braconnage tactique, il y a des marges de négociation, et c'est un rapport politique, là aussi, qu'il y a avec le reste de l'industrie. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier historiquement comment est-ce que le jeu il était pratiqué, mais de façon extrêmement située, historiquement, culturellement, socialement, géographiquement, etc., etc. Ce qui veut dire partir d'une histoire globale et monolithique du jeu vidéo pour aller vers une histoire locale, non seulement de la production, mais surtout de la réception. Ce qui impliquerait donc d'autres hypothèses, qui seraient que les spécificités locales de la pratique structurent sa réception, et ça va être un peu ce sur quoi je vais venir, et qu'elle produirait des aspérités qui seraient à la fois des poches par lesquelles la pratique peut se distancier d'une pratique hégémonique, mais aussi un appui par lequel l'industrie a réussi à s'installer dans le quotidien des gens. Alors l'idée, c'est pas de rejouer un débat qui a déjà été rejoué 100 fois entre est-ce que le récepteur est aliéné ou au contraire est-ce qu'il est tout puissant. On est conscient que ça se situe probablement entre les deux, et les joueurs et les communautés elles-mêmes savent très bien qu'un jeu il nous est proposé, il y a des détournements qui sont possibles, et que ces détournements, des fois, ils sont même récupérés par l'industrie, et que l'idée, c'est pas de faire une opposition caricaturale. Donc un peu pour explorer ces thèmes, ce que j'ai voulu faire, donc, c'est avoir une approche historique, sauf que étudier le public et les réceptions, c'est quelque chose d'assez compliqué. D'une part, parce que le public, il est constitué par la pratique du média, elle ne laisse pas beaucoup de traces, donc avoir une approche historique de ça, c'est compliqué. D'autant plus que ce public, généralement, c'est une construction a posteriori faite par le chercheur ou la chercheuse, ce qui implique toutes les dimensions d'anachronisme et de plaquage théorique. On a notre théorie, on va la plaquer sur quelque chose qui en fait ne fait pas sens pour l'époque. Ça risque de réifier le public, comme s'il était lui aussi monolithique et avait une pratique homogène. Et ça implique aussi toute une série d'enjeux méthodologiques, notamment autour des limites des sources archivistiques, qui sont pour la plupart laissées par les acteurs dominants, soit par l'industrie elle-même, qui va laisser comme source archivistique des manuels de jeu, les boîtes, etc., ou choisir de ne pas en laisser d'autres, ça c'est l'histoire. Les journalistes, qui sont aussi des acteurs dominants, en tout cas dans le champ culturel, ou même les gens qui archiveraient des photos, des journaux de terrain, des journaux
par rapport à leurs propres pratiques. Bon, rien que le fait d'écrire et archiver tout ça, ça demande des ressources. Bref, on n'est pas sur forcément les pratiques les plus ordinaires. Pour faire ça, moi, ce que j'ai décidé, c'est de m'intéresser aux avantages de l'histoire orale, qui, bon, pour le faire court, c'est les historiens qui découvrent le concept d'entretien, mais qui est dans l'idée de dire, en fait, c'est peut-être les personnes concernées elles-mêmes qui peuvent le mieux témoigner de leur pratique, surtout que l'histoire orale, elle, a l'intérêt de s'intéresser aux subjectivités. Donc, on n'est pas dans une histoire positiviste, on va dire, vraiment, à s'intéresser aux expériences subjectives des acteurs et des actrices, questionner les expériences, le ressenti, et aussi d'interroger les mémoires subalternes, c'est-à-dire les mémoires qui ne sont pas forcément laissées par les acteurs dominants. Si j'ai le temps, on verra que ça a des limites. Ça va faire courte. En gros, je vois bien dans mes entretiens que les acteurs parlent maintenant d'une expérience qu'ils ont eue avant, et que forcément, leurs souvenirs, ils se sont ossifiés autour de tropes culturelles qui ont été reconduits par l'industrie culturelle elle-même. Donc pour faire ça, je me suis en parallèle de la recherche de sources, qui est compliquée, j'étais aux archives de mon canton qui m'ont dit « Ah, jeux vidéo, on n'a rien parce qu'on n'a pas considéré que ce n'était pas du patrimoine pendant très longtemps. » Donc pour l'instant, c'est surtout du côté des entretiens que je me dirige, qui me permettent de dessiner une cartographie des endroits, par exemple, où est-ce qu'il y avait des salles d'arcade dans le canton, etc. etc. Pour l'instant, j'en ai 12. Pour beaucoup des hommes, j'ai réussi à féminiser un petit peu le corpus, et surtout pour la période 80 et après, j'ai encore la difficulté à avoir des personnes plus âgées qui ont eu l'expérience des premières bornes d'arcade dans les années 70, par exemple. Ça, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous présenter une étude de cas qui est celle de Juan, 45 ans, et qui tombait très bien par rapport à la thématique du panel, parce que c'est le plus prolétaire de tous les enquêtés que j'ai eus. C'est quelque chose qui est revenu en entretien assez souvent. C'est le seul qui thématise à fond pour les conditions matérielles de jouer. En fait, acheter des jeux, ça coûte cher. Acheter des machines, ça coûte cher. Avoir un espace pour jouer, c'est pas forcément pratique. Et il témoigne d'un parcours que je trouve intéressant et qui va peut-être résonner avec les éléments qu'on a mentionnés jusque-là. Donc, il habite à Lausanne, qui est la capitale du canton que vous voyez ici, qui est la plus grosse ville aussi du canton. C'est un fils d'immigrés espagnols, donc sa famille vient de la vague d'immigration espagnole qui a eu pendant les années 70 en Suisse, qui sont les gens qui travaillaient notamment dans la restauration ou dans la construction. Et il a fait plus tard un apprentissage, donc ce n'est pas des études supérieures, c'est directement après l'école. Il n'a même pas fini l'école obligatoire, il est parti apprendre les bases de l'informatique et travailler très rapidement. Et de cet entretien, que je compare un peu avec quelques autres, mais je vais surtout me concentrer sur son cas, il y a plusieurs éléments que je veux essayer de traiter ici. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas très grave. Mais schématiquement, déjà ce qu'on voit, c'est que la pratique vidéoludique est arrivée, et quand il a commencé à jouer, on voit que ça s'appuie vraiment sur un substrat culturel et génomique qui contraste à fond avec l'existence, par exemple, d'une scène indépendante de production suisse, mais qui n'est pas du tout éprouvée, et va jouer aux jeux auxquels tout le monde jouait, et qui sont toujours en relation avec les grosses productions culturelles de l'époque. Et on verra aussi en quelle mesure l'ancrage géographique, spatial est ultra important pour comprendre comment la pratique s'est déroulée, et aussi l'ancrage temporel, et comment est-ce que les deux, en fait, s'inscrivent dans des rapports de classe, c'est-à-dire comment est-ce que son statut de travailleur assez précaire qui vient d'une famille immigrée, en fait, a conditionné sa pratique et a servi à la fois d'appui pour que cette industrie, elle s'insère dans son quotidien, mais aussi lui a servi de ressource pour se ménager un quotidien peut-être un peu différent. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que, bon, là aussi, je vous apprends rien, je dis aussi une culture transmédiatique à fond les ballons, parce qu'on voit dans les entretiens qu'il y a une omniprésence systématique des référents culturels américains et japonais. Là, c'est un melting pot de plusieurs entretiens. On parle de Willow, on parle de Ghostbusters, qui était son premier jeu, il s'en souvient trop, de l'animation japonaise. Ce qui est aussi spécifique en Suisse romande, c'est-à-dire que le pays est multilingue, mais la Suisse romande, elle est alignée culturellement sur la France, parce qu'il y a la télévision suisse, mais c'est négligeable par rapport à toute la production télévisuelle française, notamment à partir des années 80, qui se privatise et qui prend à fond le club d'eau avec l'animation japonaise, etc. Donc on voit bien aussi comment est-ce que le goût des différents intermédiaires que j'ai souvent va se structurer autour de ça.
Donc vraiment qui va se mettre autour des blockbusters et de la transformation des loisirs autour des loisirs de masse. Ça va être le cinéma de masse, mais aussi il est sorti au centre commercial ou par exemple, c'est quelque chose qui va revenir, aller au McDo. Enfin voilà, toutes sortes de pratiques de loisirs qui vont se développer à partir des années 80 et qui est à fond dans l'idée de, si on reprend le texte de Vincent Berry sur la transformation des pratiques ludiques en France, ben voilà, on part du jeu de café, on va jouer entre amis, à tout à coup des nouvelles formes de pratiques qui sont des loisirs industriels, professionnalisés, etc. Et la déconnexion avec la production locale, j'en ai pas. Bien. Là, je vous mets un petit extrait qui, je trouve, montre bien à la fois les conditions matérielles qui ont structuré sa pratique, mais aussi comment est-ce qu'il y a des formes de résistance qui peuvent s'opérer. Il dit à un moment donné, à Noël, mon papa m'a offert une Mega Drive qui coûtait, je pense, que ça avait coûté 450 balles. Donc il insiste beaucoup à chaque fois sur le prix que coûtent les objets, etc. Je me souviens, il m'avait offert la version japonaise. La question du don, elle est aussi importante. Parce que quand on s'échangeait les jeux avec les copains, bah, leur jeu ne fonctionnait pas sur ma machine et les miens, ils ne pouvaient pas aller sur la leur parce que les ports de cartouches n'étaient pas les mêmes. Donc là, on voit que c'est aussi quelque chose qui apparaît dans son entretien, c'est qu'il y a une économie parallèle qui est ultra importante pour lui, qui est le système d'échange et le fait de se prêter des jeux, de se donner des jeux, etc. Et pour faire ça, là, on voit qu'il y a une forme de bricolage qui est opéré au sens propre, c'est-à-dire qu'il a développé à 8 ans, le truc, il va ouvrir les cartouches, changer les fils, les circuits imprimés, refermer. Donc, c'est pas seulement il reçoit l'industrie comme elle est censée être consommée, mais il va la bricoler et il va essayer de faire avec. Si je pars sur les ancrages géographiques, il y a 3 points que j'aimerais bien aborder, avec des niveaux d'échelle assez différents. La ville, les cantons, le voisinage et la pièce. Et on va voir qu'à chaque fois, ça a des influences assez particulières. Du côté de la ville, on voit que pour Juan, par exemple, lui, sa première expérience, c'était dans le centre espagnol, donc là où les immigrés espagnols se retrouvent, où il y avait une borne d'arcade. Et c'est en allant là avec ses parents qu'elle a eu ses premières expériences qui ont été assez structurantes. Il a les cafés, les bars de Lausanne. Et ça, on voit que c'était une pratique extrêmement humaine. J'ai un autre entretien qui disait on allait aussi au centre, lui il habitait un peu en périphérie de la ville, et on y allait avec les copains, et c'était notre Stamm. Le Stamm, c'est le lieu de rendez-vous où on va s'appeler pour se retrouver, où on peut se retrouver sans même avoir besoin de s'appeler, parce qu'en les années 80, il n'y avait pas encore le téléphone portable, et que c'était un peu l'endroit anecdote. Et en gros, on voit bien aussi comment est-ce que le jeu vidéo s'insère pendant une phase d'urbanisation massive de la ville. Et à l'époque, dans les années 80, la bourgmestre où il habitait, c'était encore plus ou moins de la périphérie, c'était plus ou moins rural, et il avait besoin de faire le trajet jusqu'ici, et que c'était dans la ville où se situaient les pratiques intéressantes. Enfin, pour lui, il y avait aussi l'importance, surtout pendant l'enfance, du HLM, de la barre de HLM dans laquelle il habitait, parce que c'est une pratique d'aller jouer chez des amis ou d'inviter des amis à jouer chez soi. Alors il disait, on était tous plus ou moins du même milieu, assez pauvres, et il y avait quand même cette idée d'aller chez les potes, etc., qui font que les structures de voisinage, c'est aussi les structures d'amitié et de socialisation primaire qui s'établissent à cette année-là. Il y a aussi l'espace domestique lui-même. Alors, il habitait dans un 2 pièces avec ses parents, c'est-à-dire que pendant un moment, il partageait le salon avec sa sœur, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle télé qui arrive et qui vient chambouler l'ordre domestique. Et on voit aussi comment est-ce que c'est un espace relativement précaire dans lequel il faut tout à coup renégocier l'espace domestique parce qu'on a un nouvel objet qui arrive, la console. Où est-ce qu'on la met? Sur la télé, mais en fait, c'est un endroit qui est déjà réglé. Il y a déjà des pratiques qui s'y font, et ce qui demande toute une série de réaménagements. On retrouve ça aussi avec la gestion du temps. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir jouer? Et là, on voit que c'est à la fois aligné sur des périodes d'âge et des périodes dans la journée ou des cycles de routine. En France, c'est après les cours, après les devoirs et avant souper. Je vais conclure assez vite. Bref, il y en a plusieurs, et moi, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est dès le moment où il a commencé à travailler, il a commencé à faire face à des situations de mobbing et de harcèlement, qui a donné tout à coup un sens nouveau au jeu, qui n'était pas le même que celui qu'il avait quand il avait commencé à jouer, et qui dit, en fait, c'est le moment où je vais décompresser en revenant du travail. Je me suis rendu compte, ah ouais, le mobbing c'est ça, le harcèlement c'est ça. En fait, quand je rentre, il fallait que je joue un moment pour me changer les idées. Rentrer à la maison, c'est faire une partie à n'importe quoi. Et donc là, on voit aussi comment le sens de la pratique a changé. Ça peut être le même jeu, mais c'est en fait le changement dans la période biographique qui a changé le sens de l'expérience.
Alors là, on pourrait se poser la question, est-ce que ça fait quoi la fonction de délassement du loisir, comme elle a été thématisée par Thomas Zodier, et on voit aussi la dimension politique de ces espaces qui permettent à la fois de subir, de faire avec les effets du capitalisme, et en même temps, qui est pour lui une poche de liberté, une poche qui lui permet de souffler par rapport à la souffrance au travail qu'on vient de voir. Donc on voit qu'à travers son expérience, c'est toute une série, à travers sa trajectoire de vie, en fait, ça ouvre des panels vers des transformations historiques qui sont un peu plus larges. Et comment est-ce que la pratique du jeu vidéo, le média vidéoludique, s'est diffusé dans son quotidien. On voit qu'il y a un jouet relativement hégémonique, en tout cas, à part quelques poches de résistance, bon, il joue le jeu comme on attend de lui qu'on joue un jeu, mais que localement, il y a des effets qui structurent sa pratique, qu'on ne peut pas juste déduire ni de l'objet, ni de simplement une espèce de trame historique plus large. Ce qui fait que voilà, donc ça c'était ce point-là. Et puis, les limites de l'histoire orale, voilà, j'ai eu le temps de les évoquer, mais c'est vrai que ça apparaît régulièrement. On peut demander aux acteurs ce qu'ils en pensent, mais régulièrement, en fait, quand même, ils vont ressortir un discours qui est plus ou moins prémâché. Ils ont une mémoire de ce qu'est le jeu vidéo, qui est quand même aligné avec des récits, la mémoire qu'a construite l'industrie du jeu vidéo sur bah oui, les années 80, c'était l'âge d'or des arcades, du coup, je joue aux arcades. Et c'est difficile des fois d'avoir des expériences qui sont plus intimes dans ces entretiens-là, parce qu'ils vont se concentrer sur un peu des schémas généraux, on va dire, de discussion. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. On peut prendre quand même une question ou deux avant de... Mission. Peut-être, ça va peut-être être une question un peu très globale par rapport à ta recherche, mais ça m'intéresse justement de réfléchir à la réflexion du jeu vidéo, notamment à la lumière de ce qu'on voit actuellement. Voilà, il y a une déconnexion énorme entre le travail, les conditions de travail en vidéo et la réflexion qui est faite des joueurs et l'intérêt ou pas, le désintérêt qu'il y a des joueurs sur ces questions-là. Je voulais savoir si c'était aussi quelque chose auquel tu réfléchissais ou dont tu avais pu parler aussi avec au cours de tes entretiens. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple du Gamergate qui est en train de faire pour un lieu, restaurant, etc., je pense que c'est une question aussi intéressante de parler aussi de la vision peut-être un peu idéalisée des joueurs du milieu parce que justement, poche de liberté, parce que le rapport à l'enfance, à l'adolescence, etc. Et réalité du milieu, réalité du médium aussi, et des médiums, etc. Voilà, je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire. Merci beaucoup. Alors, pas énormément, parce que la plupart des interviewés que j'ai, ils étaient enfants ou jeunes à l'époque où l'industrie, ils n'avaient pas un avis sur la question à cette époque-ci. D'autant plus que j'essaie de faire attention à ne pas avoir que des gens qui sont restés fans de jeux vidéo et qui pouvaient simplement, moi mon cas idéal ce serait une dame qui jouait au solitaire sur l'ordinateur de son bureau en 1991. Voilà, ça ce serait idéal. Et je pense que c'est particulièrement le genre de personnes qui n'ont pas un avis sur cet objet-là, ce qui peut peut-être participer au fait que ça a longtemps été pas questionné particulièrement. Ils avaient ce truc qui arrivait devant eux, le saisissaient comme ça, mais sans forcément le lier avec leurs conditions de production. Éventuellement, juste une question sur les endroits géographiquement situés. Et je sais que dans les archives, on ne trouve rien. Je ne dis rien. Comment tu trouves les témoignages? Comment tu trouves les témoignages? Alors, pour les archives, j'ai été un peu vite. Ils n'ont pas une section jeux vidéo et l'archiviste m'a dit qu'il y a d'autres voies de traverse à aller pour aller en choper. Par exemple, les bibliothèques sont obligées de récolter ce qui a été imprimé, c'est-à-dire les publicités, les machins, etc. Mais ça veut dire que c'est plus compliqué à mettre en place. Pour ce qui est du recrutement, et ça c'est plus compliqué aussi, pour l'instant ce que j'ai fait des appels à témoignages et des appels de proches pour essayer de diffuser un peu ça, avec des stratégies à chaque fois de recorrection. Là, comme j'ai dit, la première fois j'ai eu
les 7 premières personnes, c'était que des mecs, alors j'ai été chercher expressément des filles. Là, j'ai trop de personnes trop jeunes, j'aimerais bien avoir des personnes un peu plus âgées. J'ai un bon panel en termes de personnes qui viennent de l'immigration, des personnes qui seraient plutôt favorisées, plutôt défavorisées. Et après, il y a la difficulté de par quels moyens atteindre, par exemple, les personnes les plus âgées, ou par exemple, les personnes qui ne viendraient pas du milieu urbain. Et là, par exemple, une stratégie que j'ai, qu'il faut que je mette en place, c'est d'aller dans les villages, par exemple, cantons, de diffuser des tracts, dire bon, bah, si vous avez joué à Pac-Man, contactez-moi, ça m'intéresse. Mais là, on arrive dans toutes sortes de problématiques de gens qui ne se considèrent eux-mêmes pas comme joueurs, ou simplement qui ne considèrent pas ces objets-là comme des jeux vidéo. Et là, on arrive dans les problématiques de on impose des catégories contemporaines à des choses qui ne s'appelaient pas jeux vidéo à l'époque. Pac-Man, c'est un bon exemple. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, ce qui fait que la recherche d'exhaustivité ou de représentativité, j'ai fait le deuil depuis un moment. C'est pour ça que j'y préfère la notion de transférabilité où on a des cas, ok, à partir de là, qu'est-ce qu'on arrive à tracer comme travail. Merci beaucoup. As-tu essayé une piste, genre des jeux qui vendent des trucs sur Marketplace, genre j'ai vu Spectrum of Fitness sur Marketplace. Alors Facebook, c'est une option. C'est vrai que je n'ai pas pensé au Marketplace spécifiquement, c'est une bonne idée. Il y a la radio-télévision suisse qui gère un site qui s'appelle notrehistoire.ch dans les différentes langues et qui a apparemment assez investi par des personnes âgées sur lesquelles il y a moyen d'avoir un peu des populations un peu comme ça. Et ça fait un peu partie des stratégies de Oui, il faut détourner les stratégies. Une autre part qui est... Est-ce qu'on va ça? Je vais essayer de la poser rapidement. En fait, c'est que tu parlais au début du fait que les sources, même les sources journalistiques, étaient quand même des sources dominantes. Donc, évidemment, je comprends que tu ne veux pas nécessairement faire l'histoire avec ça. C'est super intéressant de faire l'histoire orale des personnes comme ça. C'est vraiment, vraiment fascinant, un projet d'historicité avec des témoignages. Mais justement, dans les témoignages, est-ce qu'eux t'en parlent des magazines? Est-ce qu'ils t'en parlent des éditions? Est-ce que ça réapparaît comme dans leur imaginaire collectif, ces choses-là, est-ce que tu sais, ou est-ce que c'est plus, comme on le voit un petit peu dans certains des témoignages, entre amis, entre collègues, que la diffusion d'informations des jeux se fait? Oui, alors, je vais quand même regarder du côté des sources journalistiques, aussi ce qui s'est fait à la télé, parce qu'au niveau écrit, il n'y a pas eu grand-chose produit en Suisse. J'ai eu quelques entretenus qui m'ont parlé de lecture de magazines, mais à chaque fois, c'est des magazines produits en France, et là, on revient sur la question de l'alignement culturel. Mais oui, il y a ça, il y a une partie de ça, mais c'est assez restreint. La plupart du temps, c'est discuté à l'école, en gros, des jeux qui sont sortis, ou entre potes, etc. Ou au magasin, où on peut tester, par exemple, le jeu au magasin. Okay. Merci. Merci beaucoup.